capables de respecter nos engagements en termes de qualité de service, d'engagement et de couverture, tel que le cahier de charges nous a été édité. Ainsi, le groupe Excaf Télécom fait des efforts pour assurer une bonne mission de service public. De nouveaux décodeurs sont mis sur le marché et la phase 2 de la campagne Nemeko TNT est en cours. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite les titres. Et à la une, ce soir, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement reporte la fin de la pénurie d'eau à Dakar qui était prévue pour aujourd'hui. Une situation qui devient de plus en plus préoccupante. Certains habitants en appellent à la démission de Mansour Faye. La polémique au champ se poursuit. Pour calmer le jeu, le ministre du Commerce a annoncé une batterie de mesures pour régulariser la grande distribution. Il appelle également les commerçants à ne pas dévier vers une xénophobie naissante depuis le scandale. Casser les codes politiques et partager des idées. C'est ce qu'entend faire la nouvelle université populaire pour l'engagement citoyen qui vient d'être lancée. Derrière cette plateforme, divers mouvements dont le collectif Y en a marre, vous les entendrez dans ce journal. Et comme chaque vendredi, nous vous faisons découvrir un métier. Cette semaine, nous vous emmenons à la rencontre des vulganisateurs. Ces réparateurs de pneus sont partout aux abords de nos routes. Ils exercent une activité aussi difficile que lucrative. Voici pour les titres, soyez donc les bienvenus. Une situation qui devait revenir à la normale ce vendredi, mais qui devra finalement attendre. Je vous parle de la pénurie d'eau à Dakar et sa banlieue. Par exemple, dans le quartier des Parcelles Assainies de Dakar, l'eau ne coule toujours pas chez certains habitants. Face à cette situation difficile, ils réclament la démission du ministre de l'Hydraulique. C'est un reportage de Ndeye Fatimlo. Lors de notre dernier passage aux Parcelles Assainies, il y a de cela une semaine, l'espoir était grand pour ces habitants. Ces derniers qui, après l'annonce du Premier ministre, pensaient que le 20 juillet au plus tard, l'eau coulera à nouveau à flot des robinets. Aujourd'hui, ils sont plus que jamais désespérés. Leur calvaire continue. Il nous a déçus. Aujourd'hui, nous sommes au même stade. Le monsieur, il a eu la bonté de nous ouvrir ses portes pour nous donner de l'eau. L'État nous avait promis que d'ici la fin du mois de juillet, il allait décanter la situation. Oui, mais jusqu'à présent, il a renoncé encore jusqu'au mois d'août. Donc la population, franchement, ici, c'est dur. C'est de la démagogie. Ils passent tout leur temps à faire des promesses. Je n'y crois plus maintenant. Pas une seule goutte ne coule de ces robinets. Et pourtant, les factures d'eau que ces parcellois reçoivent sont de plus en plus chères. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que nous attendions. Tous les jours, nous faisons le tour de Dakar à la recherche d'eau. Et à la fin du mois, la facture est scellée. La situation, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que les factures restent les mêmes. Nous payons chaque mois 50 000 ou 49 000. Alors que chaque jour, nous venons ici pour puiser de l'eau. C'est ce qui n'est pas normal. Cela fait 3 mois que ce calvaire dure. Le mois passé, ma facture d'eau était de 48 000 francs. Pour eux, cette situation n'a que trop duré. Il est temps que l'État y trouve une solution définitive. Ces habitants réclament la démission du ministre de l'Hydraulique qui, selon eux, ne peut pas résoudre ce problème. De ma part, je ne le veux plus comme ministre de l'Hydraulique. Qu'il s'en aille. Il est pire que la rage. Il faut qu'on le destitue de ses fonctions. Nous n'en pouvons plus. Depuis 3 mois, chaque jour, ces habitants de l'unité 26 des Parcelles Assainies font des vas-et-vient incessants à la recherche du liquide précieux face à un ministre de l'Hydraulique incapable de leur dire la fin de ce calvaire. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Voilà, pénurie d'eau toujours. Les habitants de la capitale vont donc devoir prendre leur mal en patience. La reprise de la distribution se fera de manière graduelle. Selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, il a effectué une visite dans différents sites où devront s'effectuer des branchements de forages qui doivent desservir Dakar en eau potable. Écoutons donc Mansour Faye au micro de Mamanta Diamé.
Ce qu'on a fait, on va mobiliser aujourd'hui 12 000 m3 jour rejetés sur Carmel. Ça c'est un. Mais il y a une chose aussi que j'ai oublié de dire. Ça dit normalement que Momarsarto, la 4e pompe, théoriquement si tout va bien, va démarrer entre samedi et dimanche. Des techniciens sont sur place pour faire les derniers réglages donc, des ballons anti-béliers. Donc c'est de nouveaux ballons, donc améliorant le dispositif de sécurité. Et théoriquement, les travaux vont se terminer demain. Et dès que les travaux se terminent, nous allons remettre en marche la 4e pompe. Cela va nous permettre de mobiliser 15 000 m3 jour, plus ces 12 000, ça fait 27 m3 jour. C'est à peu près la moitié du déficit. Donc, en tout cas, la situation va se régler graduellement. Donc, je ne vais pas dire demain, mais normalement, on va commencer à sentir les effets à partir de demain et ça va s'améliorer durant toute la semaine. Et peut-être, avant la fin de la semaine prochaine, nous aurons en tout cas à couvrir tout le déficit et cela va régler en tout cas définitivement cette question-là. En attendant maintenant les autres phases. TACET qui sera mis en service au mois d'août. Par rapport à l'agenda au mois d'août. Les forages sont terminés. Nous attendons que les équipements soient en cours, en tout cas les techniciens sont là-dessus, en train de monter les équipements. Normalement, d'ici la fin août, c'est-à-dire à la fin du mois prochain, 25 000 kg seront disponibles à partir donc, de TACET. Et puis le programme va se poursuivre avec l'usine de déferrisation ACB Cotan d'ici la fin de l'année qui nous verra mobiliser environ 40 000 m3. C'est-à-dire qu'on va même dépasser en réalité donc largement les 94 000 attendus. Je vous le disais en titre, le ministre du Commerce a annoncé une batterie de mesures pour la régulation de la grande distribution suite à la polémique Auchan. Le texte prévoit également la promotion des produits locaux pour la protection des PME et PMI au Sénégal. À cette occasion, Alioune Sarr a rencontré les associations de consommateurs. Le point tout de suite avec Kodendiaï. Le gouvernement du Sénégal vers une régulation de la grande distribution. Objectif, harmoniser la cohabitation entre les grandes surfaces et le petit commerce. Apporter une régulation de la grande distribution. Cela doit être extrêmement clair. Le gouvernement du Sénégal va réguler la grande distribution. Comme cela se fait dans tous les pays de l'OCDE. Aujourd'hui, vous allez en France, Auchan ne peut pas ouvrir un magasin au-delà de 300 m2 s'il n'a pas une autorisation d'une commission qui a été créée à cet effet. Donc le Sénégal n'est pas également un pays où on fait ce qu'on veut. Donc, cette disposition n'existant pas justement dans les précédents textes, il va falloir donc naturellement le mettre en place à travers ce décret. Le projet prévoit aussi la promotion des produits locaux, une façon pour les autorités de protéger les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Comment faire pour que la pomme de terre justement de Kayar, ou l'oignon de Podor, ou le mobilier de Tambacounda puissent se retrouver demain dans des supermarchés dans des conditions dignes qui permettent justement à ces producteurs de gagner valablement leur vie. Ça, c'est un chantier qu'il faudra également intégrer. Et vous verrez donc dans ce projet de décret de contrats de filière qui seront proposés pour que justement ces supermarchés puissent s'engager à travers un contrat tripartite avec l'État, mais également avec les acteurs, pour que justement que ces PME, PMI qui n'ont pas la capacité de négociation très très forte qu'ont les grandes surfaces qui ont de grandes centrales d'achat ne puissent pas être pénalisés. Mais ça, j'en appelle également à vos propositions. Le président de la SCOSEN plaide pour l'ouverture du marché au bénéfice du consommateur, le tout dans un environnement réglementé. La distribution au Sénégal, ce n'est l'apanage de personne, ça doit être ouvert au maximum d'opérateurs. Mais, troisième point, que l'État du Sénégal régule la distribution. C'est extrêmement important et c'est sur ça que nous insistons. Une douzaine d'associations de consommateurs a pris part à cette rencontre avec le ministre du Commerce. Ces associations ont jusqu'à mardi pour envoyer leurs propositions par courrier électronique pour une solution durable au bénéfice des consommateurs. Voilà, et depuis l'arrivée de l'enseigne française Auchan au Sénégal, de nombreux propos racistes se font de plus en plus entendre. Le ministre du Commerce invite donc les pourfendeurs de l'enseigne française à ne pas tomber dans la xénophobie. Écoutons sans plus tarder ces propos au micro de notre reporter. Moi, je suis radicalement opposé à tout ce qui est proposé xénophobe. Parce que je dis bien, les Sénégalais de la diaspora, qui envoient chaque année plus de 1000 milliards dans l'économie nationale. Ils sont dans des pays étrangers. Quand on s'adresse à des étrangers au Sénégal, il faut penser aux Sénégalais qui sont à l'étranger. C'est ça la responsabilité. C'est ça la responsabilité. Et le populisme
La démagogie politique ne doit pas nous pousser à adopter des attitudes qui ont fait leur preuve de leur nocivité dans l'histoire. Je parle sous le contrôle d'historiens ici. La Deuxième Guerre mondiale, il ne faut jamais oublier qu'elle est partie de propos comme cela. Donc nous devons vraiment faire très très attention et j'en appelle vraiment à la responsabilité, de part et d'autre. Je connais les commerçants de l'Inakwa qui sont de vrais patriotes. Je dis bien, le Sénégal a aujourd'hui enregistré des résultats extrêmement positifs dans les coûts des produits de denrées de première nécessité, mesdames et messieurs les associations consommateurs. Vous l'avez confirmé. Dans l'approvisionnement du marché intérieur des produits fabriqués au Sénégal ou produits au Sénégal. Comme vous l'avez dit, les produits horticoles. Et les commerçants accompagnent justement le gouvernement du Sénégal pour que ça soit réalisé. Il ne faudrait pas aussi qu'on jette l'antenne sur ces commerçants qui se sont aussi sacrifiés souvent pour ce pays. Donc ce sont des patriotes pour la plupart et je les connais. Donc je ne voudrais pas donc que ceux-là qui n'ont pas ce combat-là les entraînent dans un combat dont le Sénégal ne sortira pas vainqueur. Divers mouvements citoyens issus de différents pays d'Afrique ont pris l'initiative d'organiser une université populaire pour l'engagement citoyen sous l'égide du mouvement Y'en a marre. Ils tiendront plusieurs rencontres à Dakar. Objectif, construire une plateforme de débat alternative en contournant les forces politiques traditionnelles. Alors auront-ils un poids politique sur le scrutin de l'année prochaine? Élément de réponse avec Erwan Le Bihan. À 7 mois de la présidentielle, les mouvements citoyens s'organisent. Emmenés par les Sénégalais de Y'en a marre, les mouvements issus de nombreux pays africains convergeront fin juillet pour la première édition de leur université populaire. L'idée de cette université populaire de l'engagement citoyen, c'est pour une fois les jeunesses africaines créent leur propre agenda. Ils ne se retrouvent pas parce qu'ils sont invités ou parce qu'ils sont regroupés pour qu'ils discutent de problématiques qui ne les concernent pas, mais ils sont regroupés autour de leur propre problématique, de leur propre agenda et envisagent ensemble les mêmes solutions. Selon les organisateurs, il s'agit de canaliser les mécontentements afin de leur donner des débouchés dans le débat public, faisant de Dakar la capitale de l'engagement citoyen. Ce sont des mouvements qui expriment leur ras-le-bol, mais aussi à partir de cette énergie, qui essaient de faire de cette énergie une force constructive. C'est des mouvements qui partent de la frustration des populations pour en faire une force constructive, pour en faire une énergie du développement, une énergie de construction de notre démocratie. Extrêmement critique vis-à-vis des leaders européens et africains concernant leur gestion de la crise migratoire, ils se réclament d'un positionnement radicalement différent. Alors l'UPEC est une opportunité pour les jeunes africaines de parler de ces fléaux, de parler de la radicalisation souvent meurtrière à travers des mouvements qui sont extrémistes et de penser que ce que nous faisons est une forme de radicalisation républicaine. Par-delà leur label de mouvement citoyen, la coalition menée par Y'en a marre semble donc défendre des positions tranchées en opposition aux dirigeants actuels. Reste à savoir si le soutien populaire viendra en appui de leurs initiatives, comme ce fut le cas en 2012. Angesem entame son 10e plan d'action. Les syndicalistes ont marché hier dans les rues de Pékin. Ils réclament les respects des accords signés avec le gouvernement et menacent de durcir le ton si rien n'est fait. Reportage Abdoulaye Wadjanga. Le secteur de la santé souffre de beaucoup de maux. Cette situation est provoquée par le non-respect des accords signés entre l'État du Sénégal et les syndicats de la santé. Les syndicalistes ont alors décidé de dérouler leur 10e plan d'action, d'où la tenue de cette marche dans les rues de Pékin. Une marche vraiment nationale. Alors, cette marche aussi constitue le dernier jalon du 10e plan d'action. Donc c'est une grève de 112 heures avec le respect des urgences, sans mais avec cette marche nationale donc qui clôt ce 10e plan d'action. Ces manifestants réclament la régularisation du personnel contractuel. Ils veulent que solution soit trouvée à ce problème. Mais aussi de signer le décret concernant la fonction publique territoriale, tout comme aussi le décret pour la création de nouveaux comptes dans la santé et l'action sociale. Une rencontre entre les travailleurs de la santé et le gouvernement est prévue. Un échange qui va permettre de plancher sur la question. Les syndicalistes menacent de durcir le ton s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Cette marche aussi constitue le dernier jalon du 10e plan d'action. Donc c'est une grève de 112 heures avec le respect des urgences, sans Les mouvements d'humeur se multiplient dans le secteur sanitaire. Syndicats et gouvernements sont divisés sur la question des accords conclus. Pendant ce temps, les malades sont privés de soins dans les hôpitaux.
Les membres de l'association Alerte, basée à Kédougou, ont fait face à la presse hier à Dakar pour tirer la sonnette d'alarme sur les exploitations minières qui sont en train de dégrader l'environnement de leur région. Pour le député Moustapha Guirassi, originaire de la région de Kédougou, les exploitations minières constituent un drame écologique. Mariem Biramba Diop. Aujourd'hui, le point de convoitise de toutes les grandes sociétés minières implantées au Sénégal. Résultat, Kédougou est privé d'eau et son environnement est agressé. On doit faire attention parce que ce fleuve-là, il est important, il est crucial. La vie des populations, des foyers dans les villages est organisée autour de ces fleuves. Lorsque on quitte maintenant l'intérieur des terres pour venir au bord du fleuve, mais bonjour les dégâts et la catastrophe. Au-delà justement de ce fleuve, il y a ce qu'on appelle l'infiltration justement de ces entreprises minières-là gérées par un Chinois et un Sénégalais dans le parc. Déjà en 2007, il était un patrimoine mondial en péril et où les gens continuent tout simplement à l'exploiter jusqu'à présent. Il y a lieu tout simplement de s'alarmer. À des dégâts énormes sur le plan économique, les populations ne s'y retrouvent pas. Et pourtant, les entreprises minières implantées à Kédougou s'engagent davantage dans leur responsabilité sociétale, une RSE décriée par les fils de cette partie du Sénégal oriental. Pas comme ça, c'est pas la contrepartie. Ça ne peut pas être la contrepartie de toute une génération qui quitte l'école. Ça ne peut pas être une contrepartie des jeunes filles qui sont dans la prostitution. Ça ne peut pas être une contrepartie d'une activité maîtrisée par les ancêtres, activité maîtrisée d'une activité durable telle que l'agriculture, que l'on délaisse. Ça ne peut pas être la contrepartie. Une ambulance ne peut pas être la contrepartie. Donc la contrepartie, il faut absolument qu'elle soit faite, mesurée à l'aune justement d'autres activités et puis justement de cette harmonie qui doit être retrouvée et malheureusement rien n'est fait. Devant une telle situation, Alerte tire la sonnette d'alarme. Les responsables invitent le gouvernement à plus de contrôle et de vigilance par rapport à l'exploitation des ressources minières. Direction maintenant la ville de Saint-Louis où un réseau d'émigration clandestine a été démantelé. Il s'agissait d'une pirogue qui devait partir pour l'Espagne. Reportage Gambidiagne. Tout est parti d'une information faisant cas d'une pirogue devant accoster à Saint-Louis du Sénégal en partance vers l'Espagne. Le cerveau de l'opération clandestine est vite identifié. C'est un mareyeur ayant pignon sur rue à Guet-Ndar. C'est ainsi qu'on a commencé par repérer le domicile du cerveau de l'affaire. Il se trouve être un mareyeur domicilié à Guet-Ndar. Et éventuellement, quelques-uns de ses collaborateurs les plus proches, dont celui qui était chargé justement de recruter les potentiels candidats au niveau des régions, qui faisaient des déplacements, et qui avait justement loué une chambre en conséquence au niveau de Pikine Taplowal. Le départ serait imminent et serait effectué dans la nuit du 17 justement juillet courant. Les candidats à l'immigration clandestine devaient provenir de Touba, de Thiès ou encore de Mewan et de Joal plus précisément. Certains venaient de la région de Diourbel, particulièrement de la ville de Sainte de Touba. D'autres venaient aussi de la région de Thiès et de la ville sainte de Tivaouane. Et certains de Mewan, de Joal, éventuellement peu de Saint-Louis. Ils ont tous reconnu qu'ils ont mis leur argent pour pouvoir voyager. Ils ont quitté leur ville ou leur région pour rallier Saint-Louis et éventuellement prendre l'arche à partir d'une pirogue et se rendre en Espagne. Certaines personnes ont dit avoir donné 400 000 francs pour le voyage. D'autres ont dit qu'on les a diminués un peu parce que c'est 350 000 ou 300 000 qui leur a été demandé. Et du même venant de Touba qui a déclaré avoir pratiquement mis son véhicule à la disposition de ses convoyeurs seulement pour pouvoir voyager. Aujourd'hui, la traque continue. Nous avons interpellé au total 26 personnes. 26 personnes, il y a le cerveau qui est là-dedans. Et éventuellement, il y a 2 personnes qui font partie de l'équipage
ou de l'équipe qui devait convoyer qui sont recherchés. Cette opération a connu un franc succès grâce à la mutualisation des renseignements des différents corps d'armes. Ce vendredi, à Dakar s'est tenu l'atelier de validation de la lettre de politique générale sectorielle dans le secteur de l'éducation et de la formation. La rencontre a servi à guider la programmation des investissements des projets pour l'atteinte des objectifs d'ici à 2030. Eladji Moussabey. Conformément aux recommandations du gouvernement, le document vient donner plus de crédibilité et de consistance à la mise en œuvre des réformes dans le secteur de l'éducation et de la formation. 4 ministères sont impliqués dans cette étape primordiale d'aide à la décision, la mise en œuvre et le suivi-évaluation. La réalité d'aujourd'hui peut être différente de celle de demain, de celle de 2030, avec des métiers nouveaux, de l'innovation, avec d'autres contraintes. Tout ceci a été intégré par nos partenaires. Comme vous le savez, ne serait-ce que dans le domaine de la formation professionnelle technique, nous aurons plus de 30% des sortants de cycle fondamental qui devraient être intégrés dans la formation. Je n'oublie pas l'enseignement supérieur, je n'oublie pas également au niveau de l'éducation nationale, la case des tout-petits. Malgré les efforts consentis, les défis demeurent. Des défis dans l'innovation, dans la recherche, une réorientation de l'enseignement supérieur vers donc, tout ce qui est professionnel et également la formation professionnelle technique qui doit être s'arrimer avec les besoins de notre économie. Parmi les secteurs impliqués, le ministère de l'Éducation nationale qui a attiré l'attention sur les chiffres relatifs à la prise en charge des enfants hors système. 2 sous-indices sont relevés. Le premier indice, c'est la durée moyenne de scolarisation, mais des adultes au-delà de 25 ans. Le deuxième sous-indice, c'est le nombre attendu, le nombre d'années attendues de scolarisation. Les 3,2 dont vous avez parlé concernent le stock d'éducation dans la société. Ça veut dire la durée moyenne de scolarisation des personnes qui ont 25 ans et plus. En ce qui concerne l'enseignement supérieur et l'innovation, une incohérence est relevée dans la répartition des parts de ressources. Le document planifie une réduction de 46,36% de la part de l'enseignement supérieur. Nous exprimons notre total désaccord avec le tableau de répartition intrasectorielle des dépenses de fonctionnement de l'éducation et de la formation. Il peut y avoir une baisse relative, mais en termes de valeur absolue, aucun budget n'a baissé. Bon, nous pouvons aussi considérer que la baisse relative, c'est un problème de calcul. Quand les autres augmentent plus vite que n'augmente la proportion qui vous est réservée, effectivement, vous risquez d'avoir une baisse relative. La lettre de politique générale sectorielle couvre la période 2018-2030. Pour l'année 2018, le budget a connu une nette amélioration. Il est estimé à 700 milliards de nos francs. La France célèbre encore le football, mais le Sénégal aussi. Les 3 arbitres sénégalais de la Coupe du Monde ont été célébrés comme des héros. Malang Diédhiou, Eladji, Malik Samba et Djibril Camara ont été honorés par leur père pour leurs prestations réussies en Russie. Occasion saisie par Malang Diédhiou pour déclarer sa retraite nationale et internationale. Reportage Ibrahim Afal. Après de belles prestations sur les terrains de football en Russie, place maintenant à la fête. Le trio arbitral sénégalais célébré par leurs compatriotes une journée riche en sonorités. Dans le monde des arbitres, le Sénégal a un rôle à jouer. Et le rôle, vous l'avez montré aux jeunes générations. Il y a quelques mois, tout le monde parlait des arbitres africains qui sont corrompus. Aujourd'hui, vous avez démontré le contraire et vous êtes devenu la fierté sénégalaise. C'est un sentiment de satisfaction, de joie et de fierté d'appartenir à ce corps, mais aussi d'être sénégalais et africain. Seule fausse note de cette journée, cette annonce qui fait tiquer plus d'un. J'ai mis fin à ma carrière d'arbitre. Oui, c'est une décision mûrement réfléchie et qui va dans le sens de l'intérêt général de l'arbitrage sénégalais. Il faut savoir faire des sacrifices pour les autres. Une pilule difficile à avaler, certes, mais ses assistants tiennent à rassurer les Sénégalais.
par rapport à la relève. Malan est parti, c'est un peu triste parce qu'on a fait un parcours, on a sillonné ensemble les terrains d'Afrique. C'est un peu triste de se séparer avec lui comme ça. C'est ça, la rupture qui crée cette émotion. Mais s'agissant de la relève, il y a pas mal de jeunes qui sont derrière, qui sont en train de bousculer un peu la hiérarchie là-haut. Et là, on ne s'inquiète pas. Amis, proches, parents et collègues, tous au rendez-vous pour témoigner leur satisfaction. On est là en tant que collègue à Malan, mais aussi nous sommes là en tant que parents. Nous ne pouvons que nous en féliciter par rapport au travail énorme abattu lors du mondial. Une grande fierté pour tout le Sénégal, une grande fierté pour Rufisque en particulier et le monde sportif. Nous avons même un projet avec la Direction générale des douanes pour célébrer Monsieur Diédhiou, Malan Diédhiou, le lundi prochain au niveau de la Direction générale des douanes. Malan Diédhiou et l'âge Malik Samba et Djibril Kamara, honorés par leur père, une ambiance à la hauteur de leur prestation en Russie avec le 12e Gaïndé et Ali Kaza. Voilà, et bonne continuation à Malan Diédhiou. C'est maintenant l'heure de notre métier de la semaine. Ils sont des spécialistes des pneus qui tout aux abords de nos routes, voitures, motos, vélos, les vulganisateurs travaillent sur tout type de véhicules. Leur activité est aussi lucrative que difficile. C'est un sujet signé Adiara Ndiaye. Ils peuvent réparer les roues d'une voiture, d'une moto ou d'un vélo. C'est leur spécialité de monter ou démonter une roue crevée. Ces professionnels respectent à la lettre le processus pour réparer une panne. Ces ouvriers se font appeler vulganisateurs. Si la roue est crevée, nous la démontons pour voir s'il y a un trou ou pas. Si c'est le cas, nous pouvons mincer le pneu ou le coller à l'intérieur, ce qui fait que la roue sera fonctionnelle comme avant. Parfois, les voitures viennent pour demander de l'air. Et là, nous le faisons très rapidement. À part la réparation, ils vendent aussi plusieurs dimensions de roues pour un véhicule. Nous vendons les roues par dimension. Il y a la dimension 15 qui a son prix spécial. La 16 aussi a son prix. Nous vendons plusieurs dimensions. Ça peut être du 15, 16 ou 17. Nous pouvons l'acheter à 5 000 francs CFA et le revendre à 6 000, voire 7 000, juste pour avoir quelque chose. Travaillant 24 heures sur 24, ces spécialistes de roues courent d'énormes risques dans leur métier. Les vulganisateurs passent leur nuit dans leurs ateliers et parfois nous laissons des objets de valeur à l'intérieur. Malgré tout ça, nous savons que c'est un risque. Il y a aussi les cercles des roues des camions qui sont très dangereux. Parfois nous pouvons pomper un pneu et ça explose. Cela peut faire très mal. Cependant, certains clients ignorent leur vraie valeur. Les clients viennent avec leurs humeurs. Certains t'insultent, mais